Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la confiance. Merci d'être là ce soir pour une thématique qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, et merci pour la confiance. Nous savons encore quelques personnes qui vont pas tarder à arriver. Mais pour ceux qui sont là, les amis, installez-vous confortablement. Alors, moi, je m'appelle Coco Amélie Denke. Je suis juriste de formation et je suis également business consultant indépendant au sein de Neoni depuis 3 ans maintenant. Et cet événement part vraiment d'un constat tout simple. En réalité, sur Neoni, pour ceux qui connaissent un peu, nous avons tous un profil personnel pour nous présenter personnellement, présenter également notre storytelling, notre parcours. Et nous avons également un profil entreprise. Alors, ce profil entreprise, en réalité, nous permet tout simplement de pouvoir mettre en avant notre entreprise, notre expertise, de pouvoir présenter directement tout simplement nos services également. Et il y a juste un petit constat que j'ai eu à faire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, surtout des entrepreneurs même débutants ou même expérimentés, ça c'est déjà arrivé, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de conditions générales de vente, encore moins les conditions de remboursement. Les prestations ne sont pas toujours contractualisées. Et on parle également des réglementations, de la politique de confidentialité et autres. Franchement, voilà, je me retrouve juste à aider des entrepreneurs à référencer leur entreprise sur la plateforme, mais ils n'ont pas ces bases-là que nous demandons en fait. Et je me suis posé la question, mais au fait, c'est normal, c'est des bases légales, c'est des bases juridiques qui permettent en fait aux entreprises de se protéger également. Vous voyez? Et du coup, je me suis mise à proposer en réalité des templates, un pack juridique prêt à l'emploi à certains entrepreneurs, mais je sais que ce n'est pas aider les entrepreneurs en leur proposant ce pack juridique. C'est pas possible. En fait, chaque entreprise a une base. Et c'est super important d'avoir des conditions générales de vente adaptées à son entreprise, la politique de confidentialité adaptée à ce que nous faisons et aussi les conditions de remboursement, quoi. Et que tout soit clarifié en réalité. Vous voyez? Donc, vous avez créé votre entreprise, vous avez des clients, vous avez des projets, vous avez des ambitions, beaucoup d'ambitions, mais dites-moi, sur quoi repose réellement votre business? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser à tout entrepreneur ici ce soir. Sur quoi repose votre entreprise, votre business réellement? Et en me posant cette question, et je n'ai pas été seule à réfléchir là-dessus, euh, il faut dire qu'il y a deux piliers que nous allons vous présenter ce soir. Parce qu'un business qui grandit sans fondation solide peut rapidement devenir une source non seulement de stress, de risque, mais aussi d'incertitude. On sait très bien que les chiffres de l'INSEE sont clairs. 8 entreprises sur 10 vont fermer entre les 3 à 5 premières, dans les 3 à 5 premières années de leur création, en fait. Pourquoi? Premièrement, oui, beaucoup vont manquer de clients. Mais aussi, seconde raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ferment, ben, c'est qu'ils n'ont aucune base solide. Vous voyez? Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement d'attirer l'attention, premièrement, euh, sur ces notions juridiques. Hein, et si, justement, vous pouviez prendre le temps de vérifier véritablement que votre entreprise repose sur de bonnes bases juridiques, mais aussi une bonne posture entrepreneuriale, parce que les deux vont de pair. Et c'est justement la raison pour laquelle l'événement s'appelle Bâtir
ton business, si vous voulez, à la française, sur du rock. Mais on a mis ta business en référence tout simplement aux Québécois, à nos amis québécois, parce que je suis avec Marie-Martine Félix et moi-même. Nous avons travaillé sur cet événement. L'objectif, c'est de vous présenter justement les cinq fondations essentielles pour protéger, pour structurer, pour développer votre entreprise avec plus de sérénité et d'assurance. Alors, les amis, installez-vous confortablement parce que, voilà, un business solide ne se construit pas par hasard. Il se construit véritablement sur du rock. Et ces deux rocks, c'est tout simplement l'autorité interne et la sécurité juridique qu'offre également chaque pays dans ces domaines-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Martine qui ouvre vraiment cet événement avec moi pour qu'elle puisse se présenter également à vous. Bienvenue, Marie-Martine. Merci Amélie, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, je suis au Québec, alors il est 13 heures chez moi, donc je suis en plein milieu de ma journée et je profite de cette belle journée avec vous. Donc, moi, je suis en affaires depuis plusieurs années. Mon rôle au départ était dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises au Québec afin de les aider à structurer leur business, à faire du recrutement, à mettre en place des politiques et tout. Puis après quelques années, je me suis spécialisée dans le coaching PNL, donc programmation neurolinguistique. On va voir ça un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire le PNL. Et mon objectif ce soir, c'est vraiment vous faire un lien direct avec votre posture interne en tant qu'entrepreneur et le côté juridique, le côté légal. Vous allez voir que les deux ont un lien très étroit et c'est pour vous permettre d'être un petit peu plus conscient de ce qui se passe au niveau psychologique comportemental quand vient le temps de mettre en place des structures juridiques dans votre entreprise. Nous avons aussi trois invités qui sont parmi nous. Je vais laisser Amélie Coco les présenter. Ben, merci beaucoup. Alors ce soir, nous avons, vous savez, j'ai l'habitude de le dire, je suis juriste, mais je ne suis pas spécialisée de tous les domaines du juridique, surtout liés à l'entrepreneuriat. Donc, pour vous apporter vraiment beaucoup de valeur ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Bancolé, qui est justement je vais la laisser se présenter elle-même tout à l'heure, hein, mais quand même, c'est important que vous sachiez que nous avons des experts avec nous, tout simplement. Donc, elle est auditrice financière et comptable. Vous l'entendrez surtout sur le premier pilier qu'on va aborder. Nous avons également avec nous une avocate, Vera Mélis, qui sera justement là, Vera Mélis Ouagala, qui nous parlera également de la contractualisation. Mon objectif, en tout cas notre objectif, les amis, c'est vous présenter les experts qui sont justement à votre disposition pour vous aider dans ce processus-là tout simplement de sécuriser votre entreprise de A à Z. Parce que vous allez le voir, Marie-Martine nous le partagera. On respire, on souffle et surtout cette énergie-là qu'on met sur des choses qu'on peut régler tranquillement. En fait, cette énergie, on peut le mettre vraiment à la productivité, à la création pour notre entreprise. Et pour finir, on aura également l'intervention d'un gestionnaire de patrimoine qui nous parlera justement de la protection, par exemple, qu'on néglige souvent en tant qu'entrepreneur, mais qui est super importante également. En principe, on a également une experte en site Internet, tout ce qui, elle, audite les sites Internet également pour voir si toutes les mentions légales sont bien référencées et autres. Mais elle ne sera pas avec nous ce soir. Donc voilà un peu. Donc, restez vraiment attentifs, les amis, parce que on va régler ces problèmes. On va aller fonder véritablement son business sur du rock ce soir à partir par nous-mêmes et les réglementations. On ne devrait pas avoir peur de cela. Généralement, on a peur parce qu'on ne sait pas. Donc, on a des experts,
aujourd'hui, chacun doit repartir aujourd'hui avec les bonnes connaissances. Merci Amélie. Donc, merci pour l'introduction. Moi, de mon côté, les quelques mots que j'ai à vous dire a le but de vous faire réfléchir un petit peu plus profond. Donc, quand on parle de droit et de juridiction, on parle aussi de votre état d'esprit. Donc, tout ce que vous manifestez, donc tout ce que vous faites dans votre réalité, dans du concret à l'extérieur de vous, prend racine au niveau interne. Donc, tout part par une réflexion que vous faites sur votre business. Donc, le but de ça, c'est de vous faire comprendre pourquoi la partie juridique est importante pour votre business, puis de faire en sorte de déclencher un intérêt à mettre en place des structures gagnantes qui vont vous aider à travailler en paix. Donc, lorsqu'on parle de droit administratif, les gens pensent que c'est plate, c'est plate, c'est très 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 fatigant de parler de ça, mais en réalité, si votre organisation est là depuis un certain temps, vous devez comprendre que il faut mettre une structure, un squelette en place pour que votre organisation tienne bien sur pied. Donc il faut toujours prévoir les imprévus. Donc, c'est difficile à faire des fois parce qu'on reste positif, on est dynamique, on veut réussir, on veut que ça fonctionne, mais on pense pas aux dangers, on pense pas aux imprévus qui peuvent arriver. Donc là, l'importance de mettre en place l'encadrement juridique pour des situations imprévues. Aussi, le but de mettre ça en place, c'est ça crée une sérénité managériale. Donc, lorsqu'on est serein, qu'on est en paix avec notre business, avec la gestion de notre business, mais ça enlève un stress psychologique qui vous permet par la suite d'être bien, de respirer et les choses se réalisent d'une manière très chronologique. Donc, la plupart des dirigeants, ben, ils passent beaucoup de temps à créer, ce qui est au fait le but de partir en business, c'est pouvoir prendre ses talents et créer des choses et les vendre au prochain. Cependant, si vous voulez comprendre au fait c'est quoi la PNL, la programmation neuro-linguistique, en fait, c'est un coffre à outils pour les personnes qui travaillent en aide avec des gens qui ont des blocages, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des peurs, que ce soit le manque de structure dans la business ou bien dans la manière que votre cerveau fonctionne. Alors, la programmation neurolinguistique permet de libérer ces blocages, de changer les croyances. Et lorsqu'une entreprise est alignée, ces personnes sont capables de mieux travailler. Lorsque je dis aligné, c'est que la programmation neurolinguistique vous permet d'avoir un lien avec votre niveau logique. Le niveau logique, ça touche quoi? Ça touche votre identité, votre mission, votre croyance et aussi l'environnement de votre travail. Donc, cet outil, moi, je l'ai appliqué durant plusieurs années sur moi et sur mes clients. Et je vous dis que ça fait beaucoup, ça fait du bien, ça fait des miracles. Donc, voilà, donc le reflet de votre mental a un impact sur votre entreprise. Donc, lorsque vient le temps de faire un choix juridique, que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau du statut de votre business, il est très important de pouvoir simplifier les choses. Et oui, c'est très technique, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre en tant qu'entrepreneur où sont nos limites afin qu'on aille chercher de l'aide de l'extérieur pour nous aider à créer du matériel ou bien une structure qui valorise, mais qui fait du bien aussi. Donc, moi, mon but durant toute la présentation, c'est au fait de briser certaines croyances profondes qui vous limitent à être dans votre plein potentiel pour votre business. Alors, le pilier 1, c'est pourquoi c'est important d'avoir un bon cadre juridique. Ben, c'est tout simplement parce que l'humain, on est fait comme ça. Lorsque on est dans un environnement qui est bien encadré dans le sens que
Vous savez où vous allez, vous avez un départ, vous avez une arrivée, vous avez sur le côté les angles morts qui sont bien couverts, vous êtes bien encadré. Donc, choisir votre statut dès le départ, votre statut juridique dès le départ, c'est un plus pour vous parce que ça vous permet d'avoir un bon départ pour votre business. Maintenant, il y a toute la fonction neurologique que je vous parlais de votre croyance en tant que telle, mais aussi votre statut. Alors, il faut au départ savoir qui vous êtes en tant qu'entrepreneur et cela va vous permettre de savoir où vous allez, vos points forts, ce qui doit être mis en place pour avoir une bonne structure dans votre entreprise. Donc, en faisant une cartographie de votre business, ça vous permet de comprendre quel est le cadre juridique que vous devez mettre en place. Et lorsque vous décidez et que vous avez fait le choix, vous faites accompagner, vous avez une paix d'esprit par la suite en fonction des imprévus qui peuvent arriver éventuellement dans votre parcours d'entrepreneur. Alors, je laisse la place à Amélie. Voilà, merci beaucoup Marie-Martine pour ce premier pilier qui est justement le fait de bien choisir tout simplement son statut juridique. On a une mission à faire passer, on a une vision également pour notre entreprise. C'est important d'y penser dès le départ et de faire le bon choix. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Bancolé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est auditrice financier et comptable. Vous pouvez la retrouver sur Instagram avec Zen et Wealth. Excusez mon anglais. Pas de souci. Donc, tu vas nous parler justement de la micro-entreprise en France. Tu as la parole, Elisabeth. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Elisabeth. Alors, je suis auditeur financier et comptable depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable comme auditeur pendant 8 ans, puis à la direction financière d'une multinationale française qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Suite à ça, je me suis mise à mon compte, ça fait à peu près 1 an maintenant, et j'accompagne les micro-entrepreneurs en France, comme l'a dit Amélie. En fait, il faut savoir que les micro-entrepreneurs, souvent, en France, c'est vendu comme un statut simple où vous n'avez absolument rien à faire. Et je le vois tout le temps, notamment sur les réseaux sociaux, les gens tombent des nues quand ils réalisent que oui, c'est plus simple juridiquement de créer sa micro-entreprise, mais la micro-entreprise reste une entreprise comme une autre, avec des obligations comme n'importe quelle autre entreprise. Et c'est souvent ça que je retrouve au niveau de mes clients qui découvrent, par exemple, qu'ils ont l'obligation de faire des conditions générales de vente, qu'ils ont l'obligation d'avoir un médiateur à la consommation, des choses qui peuvent vous paraître basiques parce qu'on se dit, mais je vais pas faire un business sans avoir tout ça. Mais les idées reçues que les gens ont sur la micro-entreprise font que parfois, ils prennent la micro-entreprise à la légère et se retrouvent comme l'une de mes abonnées avec des redressements fiscaux à 66 000 euros. C'est énorme sur une micro-entreprise qui est quand même une petite structure. Et j'ai aussi remarqué au fil du temps qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur la micro-entreprise qui faisaient que certaines personnes choisissaient un autre statut juridique qui n'était absolument pas adapté à leur situation. Par exemple, un truc très simple, beaucoup de gens pensent qu'en micro-entreprise, leur résidence principale n'est pas protégée. C'est absolument faux. Depuis 2015, la résidence principale, elle est automatiquement protégée. Il n'y a rien à faire. En réalité, ce que j'ai remarqué, c'est que comme les règles, elles changent tout le temps en France, je sais pas pour toi, Marie-Martine, comment ça se passe dans ton pays, mais chez nous, ça change tout le temps. Et j'ai remarqué que les gens, ils connaissaient les règles d'il y a 10 ans. Parce qu'en fait, votre résidence principale en France, elle est protégée depuis 2015. On est en 2026. Et il y a aussi un truc qui est un petit peu dommage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a beaucoup d'informations, mais la qualité de l'information n'est pas toujours bonne. Et souvent, quand on n'a pas les connaissances de base, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'information qui nous parle le plus. Résultat des courses, moi j'ai des personnes qui ont ouvert ce qu'on appelle des SAS en France. C'est une structure spéciale, les Français vont connaître. Et en fait, c'est une structure qui est très à la mode. Pourquoi? Facilement marketable. Tu peux déduire tes charges, tu te rémunéreras en dividendes. Et puis quand tu dis aux gens qu'il faut payer l'impôt sur les sociétés avant de payer les dividendes, ils font « Ah bon? Parce qu'il y a l'impôt sur les sociétés à payer ?» Mais oui, en fait, c'est comme ça que ça marche. Et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage avec la micro-entreprise, c'est qu'on la compare à la SAS, alors que pour moi, c'est pas comparable.
Pour moi, la SAS, c'est quand vous faites déjà un certain montant de chiffre d'affaires, quand vous avez beaucoup de charges, que vous investissez. Là où la micro-entreprise, justement, les gens ont perdu l'esprit de la micro-entreprise qui est « je me lance ». Je veux tester mon business et la micro-entreprise a été faite pour ça, elle a été pensée pour ça. À la base, c'est pas censé être un statut qui est périn, même si il faut savoir qu'en France, plus d'une entreprise sur 2 créée est une micro-entreprise. C'est pour vous dire, en 2024, plus de 700 000 créations de micro-entreprises. C'est énorme. Donc moi, en fait, ce que je propose à mes clients, c'est pas de leur faire leur démarche de création sur le site de l'INPI, etc. Pour moi, la valeur ajoutée, elle est pas là. Mon but, c'est que mes clients, quand ils prennent ma formation ou un accompagnement avec moi, ils aient toutes les bases nécessaires pour comprendre comment fonctionne la micro-entreprise, mais aussi une entreprise en règle générale, parce que la TVA, les règles de TVA vont pas changer parce que vous avez quitté la micro-entreprise. Les conditions générales de vente, ça va pas changer parce que vous avez quitté la micro-entreprise. Et en fait, moi, mon but, aussi bien sur mes réseaux sociaux qu'avec ma formation, c'est de, comment dirais-je, apporter des bases, en fait, de connaissances pour que le jour où vous allez quitter le régime de la micro-entreprise, vous ne soyez pas à la merci de vos interlocuteurs qui vont vous dire n'importe quoi. Et malheureusement, notamment avec tout ce qui est plateforme en ligne, etc., c'est de plus en plus développé. Donc voilà ce que je propose à mes clients dans le cadre de mon accompagnement sur la micro-entreprise. Je le dis tout le temps, le savoir, c'est le pouvoir. Ça paraît un peu cliché, mais quand vous n'avez pas les connaissances, vous êtes à la merci de certaines personnes qui vous conseillent parce qu'en fait, elles vous conseillent des choses pour elles, pas pour vous. Personne d'autre que vous ne peut faire un choix qui va être le plus avantageux pour vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Elisabeth. Je t'en prie, je vous en prie. Personne mieux que vous ne pourra faire le meilleur choix à part vous-même. Et c'est ce que Marie-Martine nous dit également, parce que tout part de nous, les amis. Tout part de nous. Et Kodzo Gao, le CEO de Neoni, pour ceux qui le connaissent, il nous a, pour ceux qui sont business consultants ici ou qui sont membres et qui le connaissent bien, il a toujours l'habitude de le dire. Quand tu es entrepreneur, tu es obligé de t'informer, de te former dans des domaines dans lesquels même tu n'as pas de compétences là-dedans. Parce que, surtout sur le plan juridique, comment veux-tu savoir si voilà, telle loi va dans ton sens ou bien, voilà, est-ce que telle personne me dit vraiment ce que je dois entendre ou ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est véritablement là où je veux aller? Il faut avoir les notions de base. Et sur le statut juridique, je trouve qu'il est super important d'avoir les notions, les bases essentielles pour comprendre de quoi il s'agit. OK, quand est-ce que je bascule? Et comment est-ce que je bascule? Comment ça se fait? Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les conditions ne changent pas parce qu'on a changé, on a quitté la micro-entreprise. Bref, ce sont des bases essentielles, les amis, et nous devons vraiment les avoir. Je vais vous mettre tout à l'heure les informations d'Elisabeth dans le chat. Vous pouvez la retrouver directement sur Neoni et vous pouvez la retrouver également sur Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci encore, Elisabeth. Nous allons passer au pilier numéro 2. Merci, Marie-Martine. Oui, merci beaucoup, Elisabeth. Moi, je vais faire un rebond sur ce qu'elle vient de dire, que de nos jours, il y a beaucoup d'informations qui circulent et on prend l'information qui nous convient le mieux. Et là, ben, on se retrouve des fois à rédiger le contrat par nous-mêmes parce qu'il y a l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini et tout. On dit, oh, ben, l'information est là. Pourquoi je n'irai pas simplement vers la partie ou bien le moyen le plus facile? Malheureusement, c'est un petit peu plate de vous dire ça, mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, en date d'aujourd'hui, les connaissances d'Elisabeth ou toute autre personne qui sont dans ce domaine depuis des années. Alors, deuxième pilier, c'est le contrat. Quoi de plus plate d'avoir à signer des contrats avec des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, collaborateurs qu'on vient de rencontrer. Donc, normalement, quand on est solo entrepreneur ou bien micro-entrepreneur, on rencontre des gens, on rencontre des clients et puis sur un poignet de main, tout est conclu. On ne pense pas nécessairement à rédiger
que ce soit un devis, un contrat, un CVV, un CGV ou tout autre contrat qui touche les propriétés intellectuelles, on néglige cet aspect-là. Donc, mon objectif pour cette partie de notre présentation, c'est de vous sensibiliser à pas être naïve. Parce que honnêtement, il y a des gens avec qui que vous allez faire affaire qui vont être des bonnes personnes, mais il y a aussi des personnes mal intentionnées qui peuvent simplement décider de pas vraiment continuer avec vous dans les objectifs ou la vision, la mission de votre entreprise. Donc, encore une fois, avoir un contrat clair et prendre le temps de rédiger le contenu de votre contrat permet de clarifier les zones grises. Ce qu'on dit en PNL, ma carte n'est pas ta carte. Donc, on a chacun notre mapping de cartes du monde dans notre tête. Et puis, des fois, on prend pour acquis que, bon, parce que j'ai des bonnes conversations avec cette personne, donc on a les mêmes pensées. Non. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que lorsque vous commencez à mettre sur papier certaines conversations pour mieux comprendre la carte de l'autre, ça clarifie certaines choses. Donc, l'interprétation dans une conversation avec les gens est des fois problématique parce que lorsqu'on reformule pas ou bien lorsqu'on ne met pas par écrit les aspects juridiques de votre business, ben ça s'envole. Donc, comme dit la devise, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, ça fait partie de votre responsabilité et votre posture d'entrepreneur de mettre en place un contrat écrit. Donc, encore une fois, il y a toute la manière de penser d'une personne qu'il faut clarifier pour éliminer les zones grises ou les mauvaises compréhensions. C'est à ça que ça sert un contrat. Et quand vous le faites pas, vous vous exposez vous mettez dans une position de vulnérabilité. Donc oui, on est dans un monde plein de gens avec des bonnes intentions, mais malheureusement avec des mauvaises intentions. Et le but de tout ça, de mettre sur papier votre entreprise, c'est de vous protéger. Alors, voilà. Merci Marie-Martine. Oui, il faut se protéger, les amis. Et comme l'a dit, tout à l'heure Marie-Martine, vous savez, la carte mentale de l'autre n'est pas forcément notre carte mentale, mais on a cette capacité-là d'avoir les écrits, justement pour clarifier les intentions, pour clarifier, OK, on va là. Voici le mode de paiement, tout est contractualisé. Et ce qui va être intéressant avec le contrat, c'est que demain, s'il y a un problème, ben vous pouvez, c'est-à-dire on parle d'opposabilité en droit, vous pouvez sortir ce contrat et dire voilà ce qui était écrit en fait. Donc c'est super important et pour cela, je vais vous présenter tout simplement Vera Mélisse Ouagala, qui est avocate et qui va justement nous parler de la contractualisation, l'importance de contractualiser ses prestations de services et surtout de ne pas le faire seul dans son coin avec ChatGPT. Non. Vera, moi j'ai l'habitude de t'appeler Vera. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là ce soir. Je te donne la parole. Merci Coco Amélie. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Vera Mélisse Ouagala, je suis avocate au barreau de Paris. J'interviens en fiscalité et droit des affaires, donc en fiscalité, en conseil et assistance à contrôle fiscal pour les dirigeants d'entreprises, des entreprises et des sociétés. Et en droit des affaires, j'interviens donc en tout ce qui est contractualisation de prestations, et en droit des sociétés également, donc de la création à la liquidation. Auparavant, effectivement, j'ai exercé en tant que fiscaliste dans différentes structures qui m'ont permis de développer une vision vraiment 360 degrés des besoins des entrepreneurs pour voir accompagner en fait l'évolution de leur activité.
Donc aujourd'hui, j'ai été sollicitée par Coco Amélie qui est partie d'un constat que de trop nombreux membres Néoni n'ont pas encore mis à disposition leurs conditions générales de vente. Donc moi, mon focus va être sur la nécessité de mettre à disposition et de rédiger des conditions générales de vente conformes. Parce que les conséquences peuvent être assez dramatiques. J'en veux pour preuve un vendeur en ligne qui a été sanctionné, enfin qui peut être sanctionné jusqu'à 375 000 € par la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, puis prosaïquement la DGCCRF, pour des CGV incomplètes. Donc c'est vrai que les outils d'intelligence artificielle peuvent être assez, ce qu'ils produisent peuvent paraître assez conformes à ce qui est requis, mais au final, on peut effectivement se retrouver avec des contrats, et notamment des CGV très mal rédigés ou alors avec des clauses manquantes. Donc voilà, de la même manière, vous pouvez voir votre délai de rétractation prolongé automatiquement de 12 mois simplement parce qu'une mention manquait sur les CGV. Je vais dire des CGV pour conditions générales de vente. Alors, donc, lorsque vous vous lancez en activité ou même actuellement, si vous êtes effectivement, vous avez déjà soit un site internet ou vous passez par Néoni, une question simple à vous poser, est-ce que vos CGV, est-ce que déjà vous en avez? Les avez-vous écrites vous-même ou à l'aide d'une intelligence artificielle ou vous êtes-vous fait accompagner? Ou alors, est-ce que c'est du copier-coller de ce que vous avez pu trouver en ligne? Ce qui n'est pas très recommandable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les CGV ne sont pas un post-it juridique qu'on colle en bas de page. C'est le contrat qui s'applique à chacune de vos ventes. Donc, un contrat mal écrit, mal rédigé peut rapidement se retourner contre vous en cas de litige. Ça, il faut vraiment le retenir. Donc, je vais vous faire une petite présentation en 5 points des CGV tels qu'entendus en droit français. Droit des contrats français. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une petite définition. Donc, juridiquement, les CGV, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des clauses qui organisent vos ventes ou vos prestations. Donc, elles s'imposent de la même façon à tous vos clients. Le principe qui les fonde, donc il est donc simple, hein, donc c'est régi par le Code civil et notamment en son article 1103, on nous dit qu'un contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties. Donc une fois que vos CGV sont acceptés par vos clients, elles ont la même force qu'un contrat signé à la main. Alors, et l'un des points que la plupart des entrepreneurs ignorent, en tout cas ceux que j'ai pu avec lesquels j'ai pu échanger et que j'ai pu accompagner. Donc, un contrat n'engage que s'il est connu. Donc, vous pouvez avoir des CGV, mais dès lors que vous ne les avez pas mis à disposition de vos clients et qu'ils n'en ont pas pris connaissance en amont de l'acceptation de la prestation ou de la vente, les CGV, finalement, ne leur sont pas opposables. Mhm. Donc, il faut vraiment que vos CGV leur aient été communiqués avant la commande, qu'ils les aient lus. Là, vous pouvez pas vous en tenir garant, mais en tout cas, qu'ils les aient acceptés après qu'ils aient été mis en possession de ces CGV. Voilà, donc le Code civil est vraiment très clair sur cet aspect. Des CGV qu'on ne montre pas ou qu'on fait accepter après coup ne servent juridiquement à rien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, l'objet des CGV. Donc, c'est le point de savoir ce que doit couvrir concrètement vos CGV. Donc, si vous vendez à des particuliers, donc vous vendez en B2C, la loi liste clairement ce que vos CGV doivent contenir. Donc, les caractéristiques essentielles de ce que vous vendez, le prix TTC, les délais de livraison, les délais d'exécution, le droit de rétractation de 14 jours, qui peut être plus, mais minimum 14 jours, avec son formulaire type, les garanties légales
et les coordonnées du médiateur de la consommation. S'agissant des professionnels, si vos clients sont en majorité des professionnels, donc en B2B, la logique change. Vos CGV doivent formaliser vos conditions de règlement, le barème de prix et les pénalités de retard. Voilà. Alors, donc en fait, le code de commerce pose un principe vraiment fort en ce qui concerne notamment les relations en B2B. C'est-à-dire que dès lors que vos CGV existent, elles deviennent le socle unique de la négociation commerciale. Tout ce qui se discute ensuite part de ce texte-là. Donc c'est vraiment une base de sécurisation de votre activité et de vos prestations, de vos ventes. Ensuite, l'utilité des CGV. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Il ne faut pas entendre les CGV comme un outil de défense en cas de litige. C'est vrai sur un certain aspect, mais principalement, et son premier rôle, c'est d'éviter ce litige. Donc, si on part d'un exemple d'une consultante, cette consultante, elle vend un accompagnement de 6 mois sur sa plateforme, qu'elle propose un paiement en 3 fois. Au bout de 2 mois, sa cliente veut arrêter et demande le remboursement du solde. Sans CGV, cette discussion, elle se fait à l'oral, dans l'émotion, et se termine souvent par un mauvais compromis ou un avis négatif en ligne. Avec des CGV clairs, des modalités, notamment sur les modalités d'arrêt, sur le sort des sommes déjà engagées ou restant dues, sur le délai de préavis à respecter, les règles existent avant que le désaccord ne survienne. Donc, ce n'est plus la consultante qui décide dans l'instant, c'est le contrat qui parle à sa place. Donc, je vais revenir aussi sur un petit point que j'ai évoqué tout à l'heure, sur la protection des CGV. Donc, les CGV qui ont été portés à la connaissance de la cliente avant la commande et qui les a acceptés. Donc, il est nécessaire effectivement de marquer cette acceptation de la cliente ou du client par une case à cocher distincte du bouton je m'inscris vers un lien qui mène vers des CGV réellement lisibles. Voilà, donc vous pouvez avoir des CGV très bien rédigés par un avocat, mais si vous ne les mettez pas à disposition, eh ben, ils n'ont aucune valeur devant les juges. Donc, vraiment, point très important, CGV, donc respecter les clauses obligatoires, les clauses légales qui doivent obligatoirement figurer dans ces CGV et les mettre à disposition de vos clients préalablement à toute commande. Ensuite, le quatrième point que je vais évoquer, c'est la sécurité juridique offerte par les CGV. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que rédiger des CGV, ce n'est pas rédiger dans le vide. On ne vous demande pas de rédiger des CGV pour faire beau. La loi encadre ce que vous avez le droit d'écrire et ce que vous n'avez pas le droit d'écrire. Le principe central, il est posé par le Code de la consommation et il vise notamment les clauses abusives. Ce qu'il faut entendre par clause abusive, c'est toute clause qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Donc, c'est-à-dire que le consommateur a une obligation qui n'est sans commune mesure avec la prestation que vous lui offrez. Donc là, la loi est très vigilante sur ce point. Et ce caractère abusif, il s'apprécie au moment où le contrat est signé, donc pas après. Donc si les choses tournent d'une façon qui n'était pas prévue, effectivement, votre responsabilité ne peut pas être engagée. Mais au moment de la signature, effectivement, il faut que la prestation soit clairement définie. Donc ça, c'est un point important à retenir. Entre professionnels, c'est un autre texte qui joue, et donc c'est à peu près l'équivalent pour les professionnels de la clause abusive pour les consommateurs. C'est là donc la clause qui crée un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion. Parce qu'il faut comprendre que en droit, il existe plusieurs catégories de contrats, et on appelle contrat d'adhésion des contrats signés par des clients sans qu'ils n'aient eu leur mot à dire. C'est-à-dire typiquement les CGV. Les CGV, vous les publiez, les clients les acceptent ou les refusent.
Après, parfois, effectivement, si elles sont négociées, là, on tombe dans une autre forme de contrat. Mais les CGV, elles sont rédigées pour être acceptées en l'état. C'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion. Donc, c'est un contrat que l'autre partie n'a pas pu négocier. Et donc, dans ces deux cas, la clause est jugée abusive. Même si la clause elle est jugée abusive, le contrat, en tout cas les CGV, ne sont pas nuls pour autant. Hein, la clause jugée abusive est simplement réputée non écrite. Et le reste continue à s'appliquer. Mais bon, si elle porte sur l'objet principal, là, effectivement, ce sera très difficile de faire continuer le contrat. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, donc les clauses les plus souvent sanctionnées, et ce qui fait, enfin, les clauses par lesquelles pêchent beaucoup les entrepreneurs, effectivement, ce sont celles qui sont relatives à l'exonération de la responsabilité. À aucun moment vous n'avez le droit, en tout cas en droit français, de vous exonérer totalement de votre responsabilité. Ça reviendrait effectivement à rendre nul l'objet du contrat. Vous ne pouvez pas non plus exclure tout droit de rétractation. Vous savez qu'il y a un délai de rétractation de 14 jours minimum. Ça, c'est le délai minimum, même si vous pouvez en prévoir un plus grand. Délai minimum de 14 jours à respecter. Et, entre professionnels, généralement, c'est une pénalité disproportionnée en cas de retard de paiement. Donc voilà pour cet aspect. Ensuite, concernant votre responsabilité, alors c'est souvent la clause la plus copier-coller en fait et la plus mal comprise. Et pour beaucoup, notamment les coachs et les consultants, c'est probablement le point qui les concerne le plus directement. Donc parce que vous vendez une promesse, pas un produit, pas un objet. Vous vendez une promesse. En fait, et donc une clause limitative de responsabilité entre professionnels, elle est en principe valable, mais elle a une limite absolue qui est posée par le Code civil. C'est toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, donc de celui qui doit exécuter la prestation, elle est réputée non écrite. Et donc, cette règle, ça va te rappeler des souvenirs peut-être Coco Amélie, elle vient de la célèbre jurisprudence de l'arrêt Chronopost. Donc, pour la faire courte, Chronopost, c'est l'entreprise qui s'engage à livrer rapidement, très rapidement, des colis ou des courriers qu'on lui remet. Or, dans ce cas d'espèce, Chronopost avait largement dépassé le délai de livraison et avait offert de plafonner sa responsabilité à un montant dérisoire. Ce qu'a contesté le client, puisque lui devait répondre, en fait, dans cette espèce, le client devait répondre à une certaine date à un appel d'offres de plusieurs centaines de milliers d'euros. Chronopost n'a pas respecté le délai, ils ont perdu l'appel d'offres. Et comparé au montant que la société a perdu et ce que Chronopost leur offrait, la Cour de cassation a considéré que Chronopost avait totalement privé de substance son obligation de livrer rapidement. Et donc condamné Chronopost à payer ce qui était équitablement dû, en tout cas à son client. Donc si vous transposez cela à votre activité, enfin en tout cas si certains d'entre vous font du coaching, de la formation, de l'accompagnement, vous promettez par exemple une méthode d'accompagnement, une disponibilité ou un délai sous lequel les effets se feront sentir, votre clause de responsabilité ne peut pas neutraliser cette promesse-là. Donc, la rédaction des différentes clauses et notamment de la clause de responsabilité sont des points qui méritent une attention particulière. Et n'hésitez pas à vous faire aider, pas de ChatGPT, mais de vous faire vraiment aider par des professionnels qui ont ce recul. Et surtout, c'est en tête les exigences de la jurisprudence, en tout cas des tribunaux sur cet aspect-là. Oui, merci beaucoup, Vera, vraiment de nous partager ces éléments. C'est très profond et c'est même moi encore, ça me permet de prendre conscience du fait que, voilà quoi, c'est pas comme Kodzo Gaou le dit souvent, l'entrepreneuriat,
on ne joue pas à l'entrepreneur. Donc, les amis, vous avez Vera, je vais vous mettre ses coordonnées dans le chat. Voilà, et puis je mets Et même mon adresse de contact si voilà, jamais vous avez des questions. exactement. Donc, merci encore, Vera. Je ne sais pas si tu avais fini les points. Merci à vous. Oui, oui, j'ai fini mes points. Après, c'est simplement, pour résumer, hein, c'est voilà l'importance de rédiger des CGV. C'est votre premier contrat, c'est celui qui s'applique à chacune de vos ventes. Elle ne se copie pas, elle se pense, elle s'adapte à votre activité et à votre expérience. Vos vrais risques, vos vraies promesses, et une entreprise qui grandit, ce que je dis, c'est qu'une entreprise qui grandit avec des CGV solides, c'est une entreprise qui inspire confiance à ses clients, à ses partenaires et à elle-même. C'est une fondation au sens propre du terme. Voilà. Merci. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Marie-Martine. Donc, pilier 3. Donc, c'était vraiment beaucoup d'apprentissage avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, on passe dans l'aspect plus monétaire. Donc, on parle de sécuriser les encaissements. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans ce merveilleux monde d'affaires où vous avez décidé de créer ou de bâtir un service ou bien des produits. Et voilà le moment de vous faire payer. Donc, j'ai rencontré des clients, malheureusement, qui avaient de la misère à juste parler au téléphone d'argent avec leurs clients. Donc, ça veut dire que toute la partie de recouvrement ou bien la partie de le moment où le client doit payer était un aspect très difficile mentalement pour certains entrepreneurs. Simplement parce que il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Ce talent est inné, c'est facile. Donc, par cette facilité même, des fois, ils ont l'impression de vendre quelque chose qui ne vaut pas ce prix. Donc, vient tout ce côté, on appelle syndrome d'imposteur, mais plus au niveau de comment facturer vos prix, comment décider combien vaut vos services. Donc, moi, je vous ramène à ce que vous devez vraiment vous désassocier de votre prix. Donc, votre identité n'est pas votre prix. C'est difficile à faire parce que le service ou le produit que vous vendez, c'est vous qui le créez. Maintenant, pour pouvoir mettre un prix sur ce que vous produisez, vous devez faire une analyse de marché. Vous devez y aller très rationnel. Vous devrez avoir une liste de prix claire pour vos clients, pour vous-même. Ça va faire en sorte émotionnellement de prendre un recul sur comment facturer, de quelle manière facturer et comment mettre en place un processus pour vous faire payer. Donc, je sais que quand des fois on parle d'argent, l'aspect argent et son identité et les gens pensent que c'est relié, mais moi je vous dis que le meilleur moyen d'avoir cette bonne relation avec l'argent, c'est vous dissocier votre identité de votre argent. Donc maintenant, faire ça, ça vous permet d'avoir un flux d'énergie neutre et ça vous libère l'esprit de toute culpabilité d'appeler le client pour lui dire ben vous me devez de l'argent, vous m'avez pas payé. Ou bien si c'est un aspect trop difficile, vous pouvez sous-traiter cette partie-là de votre business, quelqu'un d'autre peut appeler. Alors simplement pour vous dire que l'encaissement dans votre processus d'affaires est un aspect très important et il faut l'encadrer au niveau juridique. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors, je te laisse la place à Amélie. Je te remercie infiniment pour ton intervention, Marie-Martine. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs. Quand ils débutent, généralement, ils n'ont même pas de processus de paiement, d'encaissement. Donc, ça nourrit aussi toute la partie du syndrome de l'imposteur. De toute façon, tout ce qu'on a vu, hein, que ça soit le statut juridique ou que ça soit encore la rédaction des conditions générales
de vente, c'est parce qu'on ne prend pas la peine de faire ces étapes-là et que avec l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, on pense juste. Une fois, j'ai entendu une entrepreneur sur Instagram dire « Ah ben, j'ai créé administrativement ma micro-entreprise. On m'a dit de poster, j'ai posté et puis, ben, j'ai pas de clients. » Alors que quand tu démarres, c'est vraiment pas… En fait, il faut vraiment s'occuper de ces fondations juridiques parce que toute l'entreprise se repose juridiquement parlant là-dessus. Et quand on règle ces étapes-là, on n'a pas de syndrome de l'imposteur. On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a à offrir, on sait également là où on va. Vous voyez? Et ça m'a rappelé, ton intervention m'a rappelé que le 10 septembre prochain, je fais un événement avec un expert, il est DAF externalisé, directeur financier administratif, sur justement comment identifier, en fait, comment fixer les prix. Vous savez, il y a des gens qui font des études, de longues études pour ça. Donc, ce n'est pas quand je me lance que je dis « Ah, ok, bon, on a fait 2-3 études là rapidement et puis on a fixé le prix. » Et généralement, on est même sous-évalué. Vous facturez quelque chose, mais si ça se peut vous facturer que le delivering. Tout le travail qui a été fait avant, bah, ça passe sous. Vous voyez? Donc, c'est super important de prendre en compte cette notion de facturation dès le départ. Dès le départ. Ce n'est pas quand on a un client comme ça, on se lève, on se dit « Ah ben tiens, ah ben il fait comment pour payer? Où est le virement? Ah, je n'ai même pas de compte professionnel. Ah ben est-ce que j'ai un compte Stripe? » Vous voyez, c'est pas possible. L'objectif vraiment de cette session aujourd'hui, c'est de nous permettre tout simplement de bâtir nos business sur le long terme, mais aussi avec beaucoup d'autorité. Vous voyez? Donc, ce que nous proposons vraiment sur Neoni, non seulement le contrat, le CGV, il faut qu'il soit vraiment bien rempli. L'idéal, c'est de se faire aider par un professionnel comme Vera. Ensuite, on a les plaquettes. Sur les pages entreprises, vous avez les parties où vous pouvez mettre même des fiches. On appelle ça comment on appelle ça déjà? Les fiches commerciales ou les plaquettes commerciales, où le client, quand il va sur votre page entreprise, il a la possibilité de télécharger également cette fiche commerciale pour être vraiment au clair avec vos tarifs, tout simplement. On a mis en place, on a eu un partenariat, par exemple, avec Stripe pour vous permettre justement de pouvoir encaisser tout simplement pour encaisser quoi, l'achat de vos services. Et l'autre élément, l'autre point qui est aussi important, c'est que quand on a tous ces éléments, en réalité, s'il y a des défauts de paiement, vous avez la possibilité justement soit de vous former vous-même au recouvrement, ou soit vous pouvez aussi confier le recouvrement à une boîte. Donc, tout ça, ça dépend également de vos tarifs. Moi, je dis, il faut toujours se former là-dessus. On a des experts, on a un expert notamment même qui fait cela, qui forme justement les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, parce qu'on est au début, on n'a peut-être pas toujours le budget pour faire recours à un prestataire pour aller recouvrer notre dû. Mais vous pouvez aussi vous former là-dessus tout simplement pour pouvoir pallier à ces défauts de paiement. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais partager par rapport au troisième pilier. Merci Amélie, c'était vraiment inspirant, puis ça donne, il y a de quoi réfléchir, hein. On va passer à pilier 4, protéger son activité. Donc, ça, c'est un aspect où il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous passer par la tête quand vient le moment de protéger nos activités. Donc, avec le boom de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations qui circulent encore plus que jamais de nos jours et les gens pensent que si c'est publié, ça signifie qu'il est libre d'utiliser, de republier les affaires des autres.
malheureusement, il y a des règlements, il y a des lois en arrière de ça au niveau de la republication. Donc, c'est tellement facile maintenant de republier le contenu de quelqu'un sans même avoir un second réflexe de dire oh attends une minute, est-ce que je dois de le faire? Non, c'est un free for all maintenant. Malheureusement, excusez mon anglais. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous mettez des choses en place, que ce soit une création web ou bien de la formation ou bien un produit que vous vendez sur Internet, très souvent, il faut réfléchir à comment vous voulez être perçu sur Internet. Donc, il y a toute votre identité, comment vous voulez que les gens parlent de vous. Donc, si jamais vous êtes republié d'une manière dont vous n'êtes pas satisfait ou bien quelqu'un parle mal de votre entreprise, c'est votre identité en tant qu'entrepreneur qui prend un coup. Donc, j'ai rencontré malheureusement des entrepreneurs que pour eux autres, c'était normal que des gens parlent d'eux, qu'on parle de bien ou de mal, mais on parle de moi. Donc, c'est un petit peu leur mentalité. Mais moi, je ramène ces entrepreneurs à leur identité de leur business parce que de la publicité qu'on fait de vous n'est pas toujours une bonne publicité. Et moindrement que ça vient atteindre votre identité d'entrepreneur, il faut réagir. Vous ne pouvez pas non plus trouver des excuses pour vous dire, ça m'a donné plus de likes, ça m'a donné plus de vues, ça a fait en sorte que j'ai récupéré plein de clients, mais à quel point, je veux dire, à quel prix? Donc, tout ça pour vous dire que dans votre alignement en tant qu'entreprise, vous devez faire partie de genre d'entreprise qui se respecte, mais pour se respecter, il faut respecter son identité, il faut respecter son image et aussi il faut respecter ce que les autres disent de vous, bien ce que comment l'information circule de vous-même. Donc votre amour propre est aussi plus important que jamais de nos jours. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention pour savoir qu'est-ce qu'on dit de vous, de quelle manière qu'on le dit. Donc, travaillez votre image, votre identité, c'est très important. Là, je laisse la parole à Amélie, comment une partie très importante pour son identité d'entrepreneur. Juridiquement parlant, je pense que surtout Vera pourra vous renseigner ou même vous accompagner encore un peu plus sur les protections juridiques liées par exemple au nom commercial, le fait de déposer sa marque, quand on parle de logo, des formations, même des photos. Vous voyez, donc tout cela, c'est super important. On n'y pense pas toujours parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, effectivement, on a tout et n'importe quoi. Mais c'est super important. Je vais juste vous donner peut-être un exemple. Moi, j'avais été formée dans une école sur toute la partie publicité, acquisition client et autres. Sauf que l'entreprise, ils étaient en train de passer en fait un autre cap. Donc, du coup, ils voulaient justement agrandir leur truc. Ça faisait 2-3 ans que voilà, ils testaient leurs produits et tout, et ça fonctionnait très bien. Sauf que le nom qu'ils ont pris, ce nom, il y a une autre entreprise qui a déposé la marque avec ce même nom, les amis. Vous imaginez un peu, j'ai envie de dire un peu le bordel, quoi. Donc, ils ont dû changer de nom. Ils ont dû changer toute leur communication, le brand, donc, vous voyez, c'est super important de prendre conscience du fait que on n'est pas là pour s'amuser, quoi. Vous voyez, c'est super important. On ne choisit pas un nom juste parce qu'il faut choisir un nom. Il y a la concurrence. Je me rappelle très bien quand je travaillais dans un cabinet d'huissier, on avait eu un procès contre une entreprise, en fait, qui utilisait le même nom, pratiquement le même nom que notre client. Et ça créait, en fait, ils étaient pratiquement sur le même marché, ça créait de la confusion totale
pour notre client, hein, tout simplement. Donc, comme lui, il était protégé et qu'on avait déposé la marque, les amis, l'entreprise en face, on a gagné. On a gagné parce que non seulement ils n'ont pas déposé la marque, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'illégalités aussi au niveau de leur entreprise. Donc, vous voyez, c'est super important de prendre conscience de ces notions-là dès le départ pour véritablement asseoir non seulement son autorité interne. En fait, on est plus tranquille, quoi. Quand vous marchez, que vous êtes en assurance, il n'y a rien qui vous fait peur, on est d'accord. Et c'est justement ce que j'aime, par exemple, chez Vera, parce que tous ceux qui sont des êtres de loi, je vous assure, les amis, tu marches droit. Et tu sais que tu es dans tes droits. Et si quelqu'un vient te bousculer, je suis désolée, mais tu as le droit de l'écraser ou tu as le pouvoir, quoi. C'est-à-dire, tu as l'autorité de ton côté. Tu es tranquille. Vous voyez? Donc là, sans plus tarder, on va passer au 5e pilier. En effet, donc tout ça, le but, c'est aussi de respecter ses obligations. Donc, une fois qu'on a mis des structures en place, nos contrats et tout ça, la première personne qui devrait respecter ses propres obligations, c'est vous-même. Donc, si vous avez mis des encadrements en place juridiques, vous devez prêcher par l'exemple. Si vous avez des employés, vous devez vous assurer que l'employé respecte aussi vos cadres juridiques. Sinon, à quoi ça sert d'avoir mis tout ça en place? Oui, vous avez une paix d'esprit après avoir mis vos structures en place, mais vous avez cette obligation de respecter aussi ces conformités. Donc, il y a la partie de tout ce qui est confidentialité de nos jours. Il y a la loi 25 qui oblige maintenant toutes les entreprises, lorsqu'ils recueillent de l'information personnelle sur des gens, de s'assurer que ces informations sont récoltées pour la bonne raison et qui sont protégées. Tout ça, c'était pas là avant. Maintenant, c'est devenu une obligation et on peut pas s'en défaire. Donc, c'est très important de comprendre dans quoi vous naviguez et qu'est-ce qu'il faut mettre en place et surtout de ne pas négliger vos propres structures, quoi. Parce que, mine de rien, lorsque vous mettez tout ça en place, ça vous aide à enlever les angles morts que vous ne voyez pas auparavant. Et puis, les personnes ici présentes qui sont spécialisées dans cette forme juridique va beaucoup vous aider. Mon objectif, c'est vous dire que lorsque vous savez que votre entreprise est structurée d'une manière juridiquement solide, ça vous donne cette liberté de réflexion. Vous gagnez en énergie. Vous avez plus besoin de mettre autant d'énergie dans des craintes ou bien dans des plaintes éventuelles ou bien dans des mauvaises compréhensions, ou bien des problèmes avec vos collaborateurs. Ça vous permet de récupérer votre paix d'esprit et ça vous permet aussi, dans cette paix d'esprit, de continuer à créer de manière sereine et un entrepreneur ce qu'il fait de mieux, mais c'est créer. Donc, vous créez avec plus de vitalité et 100% confiance. Merci beaucoup Marie-Martine. Et pour ce 5e pilier, pour parler de façon pratico-pratique, j'aimerais juste revenir sur le fait que la réputation quand même d'un entrepreneur, c'est ce qu'il a de plus précieux. C'est un bon actif en fait sur le long terme. Donc, quand on a des obligations, ce sont des obligations. Quand on met en place des contrats, le CGV et autres, c'est pas seulement le client. D'ailleurs, Vera nous l'a très bien expliqué également. Nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, nous avons des obligations. Donc, ces obligations, nous devons les respecter également. Donc, super important d'avoir cela à l'esprit. Et sur cette phase, j'aurais aimé vraiment qu'on puisse parler
de la protection, de la prévoyance aussi, que beaucoup d'entrepreneurs ne prévoient pas. Malheureusement, je ne vois pas Gervais, il n'est pas avec nous. Donc, il faut savoir que en tant qu'entrepreneur, il y a aussi des assurances qu'on pourrait prendre aussi pour se protéger. Mais tout cela, une fois encore, il faudra vraiment se rapprocher en réalité des bonnes personnes qui vont justement nous permettre de voir ce qui est essentiel pour nous. Donc, on a un cercle, hein, nous avons un cercle lié à la création d'entreprises, les amis. Je pense que c'est un cercle que nous allons mettre de plus en plus en avant pour permettre à tous nos membres en réalité d'avoir accès aux bonnes personnes pour justement créer cette sécurité-là, aussi bien juridique et une autorité interne, parce que nous l'avons très, très bien vu ce soir, que les deux vont de pair. Exactement. Donc, l'aspect du contrat, je pense que on l'a martelé, on l'a répété plusieurs fois durant cet événement, mais il faut comprendre qu'un contrat n'est pas là parce qu'on fait pas confiance à l'autre. Il est là pour éviter les malentendus et honorer l'alliance professionnelle en toute sérénité. Donc, l'idée, c'est vraiment appropriez-vous votre entreprise. Donc, un entrepreneur qui se respecte, c'est un entrepreneur qui a mis tout l'effort et a été chercher tous les outils pour que son entreprise tienne debout et que vous puissiez travailler avec fierté puis travailler dans un encadrement sécurisant pour vous. Parce que lorsque l'humain se sent en sécurité dans son entreprise, ça permet de grandir puis d'explorer puis de pas avoir peur d'avancer dans votre avenir. Exactement. Exactement. Merci, Marie-Martine. Et j'aimerais justement dire que, en fait, quand on fait les choses dans le bon ordre et qu'on s'occupe véritablement de ces éléments de base, de construire son entreprise sur du roc, je peux vous assurer que ça ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, l'État a besoin des entrepreneurs pour résoudre pas mal de problèmes. Mais dans votre ville, qui vous connaît? Généralement, beaucoup d'entrepreneurs même vont se cacher parce que il y a rien qui est. Ils ne connaissent pas leurs droits, juridiquement parlant, il y a rien qui est mis en place. Alors qu'il y a plein d'opportunités, plein d'appels d'offres auxquels beaucoup peuvent prétendre. Mais pour y arriver, c'est important d'avoir ces bases légales, de savoir exactement où est-ce qu'on met les pieds et surtout, de saisir les bonnes opportunités. Et c'est comme ça qu'on va aller trouver des clients en B2B, mais aussi en B2C ou encore en B2B. Vous voyez? Donc, la place maintenant aux questions-réponses, vous avez les experts qui sont là. Il suffit juste de lever la main si vous avez des questions pour que ça soit Vera, Elisabeth, Marie-Martine. Vous avez la parole, les amis. Oui, Emilienne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question parce que là, ce soir, oui, je vais peut-être me présenter. Je suis Emilienne Beffola, je suis coach en développement personnel. Je propose un accompagnement en transformation intérieure profonde et durable, c'est-à-dire trouver de la clarté, de l'alignement et de la confiance dans sa vie perso et pro. J'ai une question par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir. On a beaucoup martelé sur les CGE, oui, les CGV. Général de vente. CGV, autant pour moi, concernant les micro-entreprises. Mais rien du côté du client en face. Nous, on a des exigences peut-être. Et le client aussi a des devoirs vis-à-vis de nous. Quelles sont-elles et quelle est leur place par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Donc, je réponds. C'est une excellente question. Je vais laisser Vera y répondre. Voilà. Donc, justement, les CGV ont pour but de régir les relations que vous entretenez, vous, par rapport à vos clients, mais également
vos clients par rapport à vous? Quelles sont les obligations qu'ils doivent respecter à l'égard de votre entreprise? Mais je En ne les fait, ai pas beaucoup entendus, hein. En fait, si je peux continuer sur ce chemin, je vous donne un exemple concret. Moi, en tant que coach, je pense qu'on a à peu près le même métier. Lorsque je fais un contrat avec mon client, je détermine déjà l'objectif. Vous voyez? Donc, on détermine un objectif à atteindre et puis la limite de temps accordée pour les objectifs, c'est là qu'on peut se protéger parce que c'est difficile pour quelqu'un qui est coach. C'est un service de bien-être qu'on offre, mais c'est pas du concret. Donc, c'est du feeling, c'est comment la personne se sent. Donc, en tant que coach, on a la responsabilité avant les séances de dire, bon, OK, comment tu te sentais au début de cette séance et maintenant, comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10. Et c'est avec une structure bien encadrée de coaching que, en tant que coach, on se protège et deux, ça permet aux clients de voir les résultats au fur et à mesure que les rencontres de coaching sont faites. Donc, c'est uniquement sur la base de la confiance. De la part du client, j'entends. Excuse-moi, en fait, les CGV, ça vous permet aussi, vous, d'avoir la main mise sur les règles du jeu applicables dans votre relation contractuelle avec votre client. Après, rien ne vous empêche, si votre client fait la demande, de rédiger un contrat de prestation classique négocié. Mais vous pouvez, rétablir les règles dans lesquelles vous souhaitez dispenser vos prestations. Soit il accepte, soit il propose une négociation. S'il accepte, et dans ce cas-là, la prestation interviendra selon vos conditions. Ok, merci. Merci beaucoup, Marie-Martine. Merci beaucoup, Vera. Je ne sais pas si, Elisabeth, tu souhaitais intervenir sur cette question. Non, pas spécifiquement, parce que de ce que je comprends, Emilienne ne s'adressait pas forcément spécifiquement aux personnes qui étaient en micro-entreprise. Comme je l'ai dit, il y a des règles qui s'appliquent partout, peu importe que vous soyez en micro-entreprise ou dans une autre forme de société. Après, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que quand vous faites, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, de la vente à distance, c'est-à-dire que le contrat de vente que vous effectuez entre vous et votre client ne se fait pas physiquement. Sous-entendu, votre client ne vient pas au cabinet prendre rendez-vous avec vous. Dans ce cas-là, c'est triste à dire, mais vous avez encore plus d'obligations que si votre client venait directement prendre rendez-vous parce qu'on est sur ce qu'on appelle de la vente à distance. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Je dirais plutôt que les CGV, c'est vraiment, moi, ce que je dis aux gens, si vous n'avez pas de conditions générales de vente, vous faites du business tout nu. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Et on n'a pas envie de faire de business sans être protégé. Donc, non, les réponses étaient en adéquation avec ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients. Ok, merci. Vera, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Je ne sais pas si... Non, c'est juste Ok. pour me préparer à répondre à des questions. Par contre, dans le chat, Oui. j'ai vu que Fatou et par exemple, si le contrat est rompu, je comprends pas si elle peut exprimer, nous en dire plus, dans quel cadre? Fatou, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux prendre la parole? Ok. Un contrat fiable se fait enregistrer au niveau des impôts et domaines. Je pense que ça serait mieux que tu prennes la parole et que tu nous exprimes véritablement ce que tu souhaites poser comme question. Juste pour préciser le contexte, il faut savoir que Fatou habite au Sénégal. Donc, d'accord. Donc c'est peut-être oui. Donc effectivement, c'est vrai que dans certains pays d'Afrique, les contrats se font par acte authentique. oui. Les contrats de société. Donc en France, en fait, on peut faire un contrat ce qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire deux parties qui se réunissent et qui signent le contrat. Et le contrat a la valeur de loi entre les deux parties.
On n'a pas besoin. Après, il y a la possibilité effectivement de faire un acte authentique auprès d'un notaire, ce qui peut apporter une force probante une force beaucoup plus probante à l'acte. Mais un simple acte sous seing privé discuté entre les parties et signé en bonne et due forme par chacune des parties, une force probante en droit français. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les amis? Oui, moi j'en ai une. Je crois que c'est pour Vera aussi. Du fait d'avoir des conditions générales de vente bien établies, ça dispense de rédiger un contrat, du coup? Absolument. Dès lors qu'elles ont été acceptées, vous avez mis en place un processus qui permette de démontrer que votre client a lu les conditions et ensuite les a acceptées. Vous n'avez pas besoin de rédiger un contrat supplémentaire. Donc il faut qu'elle se signe à chaque fois? Ça peut être simplement coché en ligne. Par exemple, vous avez un site internet ou via Neoni, la plateforme. Je ne sais pas si vous avez mis en place ce type de process. Oui. Donc, elle a accès à votre CGV, elle les lit et ensuite, elle clique sur accepter et continuer. Donc là, ça vaut force probante et le contrat est établi. Vous n'avez pas besoin de rédiger un acte supplémentaire. D'accord. Et dans les CGV, je dois proposer l'ensemble de mes services ou je fais des conditions pour chaque service? Alors, vous pouvez faire des conditions générales pour l'application de chaque service. C'est possible. Ensuite, effectivement, l'objet du service peut être modifié, mais le reste, le reste des clauses peuvent demeurer identiques. Par exemple, je prends pour l'exemple vos contrats de Netflix ou vos contrats de téléphonie. C'est exact. Enfin, vous adhérez à des CGV en fait. Oui. Ce qui change, c'est peut-être le forfait, mais le reste des clauses, elles ne changent pas d'un contrat à l'autre. Oui, non, parce que si je propose, je ne sais pas, 10-15 services, je me vois mal rédiger et aller piocher dans, dans la bonne version des conditions Non, mais vous générales. pouvez rédiger des CGV générales qui s'appliquent à chacun de vos services. D'accord, ok. Et c'est vous ou c'est Elisabeth qui proposait, ou peut-être les deux, je ne sais pas, des statuts ou une protection des statuts des micro-entrepreneurs? Ce n'est pas moi, je ne suis pas juriste. Si je rédigeais des CGV Ah bon, pour moi, les je sais pas, gens, je suis arrivé en cours de route. je serais dans l'illégalité la plus totale. J'ai Non, oublié ce que vous faites. c'est moi. En revanche, de oui, souci. pour les micro-entreprises, oui. Après, c'est effectivement si vous optez pour la forme sociétale, mais pour une entreprise individuelle, vous n'avez pas besoin de statut. Ah bon? Ah, c'est comme un médecin, alors, c'est ça? En fait, Ça une dépend de entreprise... la forme juridique sous laquelle vous exercez. Vous pouvez exercer soit en entreprise, ce qu'on appelle les entreprises individuelles. Donc, vous faites simplement une déclaration de votre activité auprès du guichet unique sous la forme d'entrepreneur individuel, ou alors vous pouvez opter pour une société unipersonnelle de type SASU, SARL, EURL. Oui, parce que tout à l'heure, on était parti sur la micro-entreprise et moi, j'avais pensé démarrer une activité sur ça, enfin, avec ce statut. Et du coup, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait que la micro-entreprise, même si c'était simple à créer, il fallait la protéger et elle a des obligations, en fait. En fait, une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Ouais. C'est juste que c'est un régime spécial au sein de l'entreprise individuelle. Ensuite, les entreprises individuelles, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que, entre guillemets, elle va porter votre nom et votre prénom. Tu es ton entreprise. Je vulgarise. J'ai une avocate. Je vais me faire gronder sinon. Je vulgarise. Mais tu es l'entreprise. Ce qui veut dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin de rédiger des statuts puisque ton entreprise n'a pas de personnalité morale propre, puisque l'entreprise, c'est toi. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de rédiger de statut en micro-entreprise. Et en effet, la micro-entreprise, tu peux l'immatriculer sur le site de l'INPI. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez simple. Tu peux faire appel à des prestataires si tu n'as pas envie de faire la démarche toi-même. Mais moi, ce que je dis souvent, sur le site de l'INPI, c'est bien fait. Vous pouvez prendre rendez-vous si jamais vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la démarche tout de suite. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs dans la démarche, vous notez les questions que vous avez et vous demandez à prendre un rendez-vous avec l'INPI, un call, pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Ensuite, là où je dis que la micro-entreprise est une entreprise comme une autre,
c'est que tu as l'obligation de rédiger des conditions générales de vente quand même. Parce que Oui, tu fais de la vente de produits ou de services et c'est un contrat et ton contrat il est encadré avec les CGV. ok. Et en complément, est-ce que je peux lui donner un nom commercial qui évoque l'activité? Absolument. Totalement. D'accord? Je peux avoir un logo, enfin, je peux faire un site internet. Absolument. Euh, De la même manière, si vous avez de la propriété, enfin des prestations, des services qui nécessitent d'être enregistrés au niveau de la propriété intellectuelle, vous pouvez le faire aussi. d'accord. Et il faut une assurance aussi? Aussi, une Une assurance ou, professionnelle, oui. une ou des assurances, ouais, d'accord. Parce que je suis en pleine réflexion, donc ok. Bon, bah, merci à toutes les deux et à toutes les quatre Et même. médiateur à la consommation si tu vends à des particuliers, c'est très important. Alors, tu as parlé un peu vite, je suis désolé, je te fais répéter. Médiateur? Si tu vends à des clients qui sont des particuliers, Ah oui, non, ça sera, je pense que ce sera voilà, des tu as entreprises. l'obligation d'avoir un médiateur à la consommation, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Donc, il faut que je le mette dans les CGV ou il faut que je le cite en bas? Oui, parce qu'en fait, ton client, il est censé pouvoir, faire appel à ton médiateur sans te demander. Il n'est pas censé t'envoyer un mail pour dire je veux faire appel à ton médiateur. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu mets le nom de ton médiateur, son adresse, l'URL de son site internet. Ton client, il a juste à taper l'adresse et il peut faire le nécessaire. Mais le médiateur à la consommation, c'est quand vous avez des litiges entre professionnels et particuliers. Faut en prendre un, mais je ne te souhaite pas d'en avoir besoin. Voilà. Et Non, non, non. justement, généralement, les références, et en tout cas les contacts du médiateur à la consommation, figurent dans les CGV. Exactement. D'accord, ok. Bien, bah, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous contacterai si besoin, certainement au mois de septembre. Il n'y a pas de souci. Merci Merci. Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. J'ai Neuilly qui a levé la main. Neuilly, tu as la parole. Oui, alors bonsoir à toutes et merci pour cette présentation. Bon, c'est vrai que j'ai pris en cours et il y a eu pas mal de choses intéressantes que j'ai entendues et en tout cas qui me parlent. Ma question, c'est au niveau, comment dirais-je, parce que je suis dans une impasse un peu, si je peux dire ça comme ça, en fait. J'étais immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur et pendant un moment, du coup, j'ai pas été en activité et mon SIRET, bon, j'espère que c'est les bons termes, mon SIRET a été fermé et du moment où j'étais immatriculée, c'était pour la vente de produits sur catalogue. Donc là, je suis en train de vouloir m'immatriculer à nouveau parce qu'entre-temps, comme les choses ont changé et que maintenant il faut passer par le guichet unique, j'avoue que j'étais un peu perturbée. Donc, je suis maquilleuse, donc je maquille. Et donc, on va dire que là, je veux vraiment professionnaliser l'activité et lancer mes formations maquillage. Donc, ma question, parce que c'est une bonne chose que vous ayez dit qu'on peut prendre des conseils auprès des personnes au guichet unique là. Mm. Donc, après, peut-être que vous pourrez me répondre, sinon je ferai en sorte de les contacter. Donc, j'étais vraiment confuse parce que du coup, je savais pas comment me positionner. Est-ce que quand je vais créer mon auto-entreprise, est-ce qu'il faudrait que je me mette plutôt comme formatrice, maquillage, ou parce que je vends aussi des produits maquillage. Et en parallèle, j'ai commencé un MLM. Et le truc, c'est que justement, le MLM nous demande de faire une immatriculation pour avoir un SIRET. C'est Mhm. vrai que le MLM, c'est une entreprise qui fait dans des produits de beauté, de soins, donc qui est complémentaire à ce que je fais. Et j'avoue que là, du coup, je suis vraiment dans un flou total. En Donc en fait, fait, il c'est faut... le choix du code APE, c'est ça? Hmm. Oui, je pense que c'est plus au niveau du choix du code APE. Parce que euh, même si, alors, comment dire, l'activité MLM, en fait, ils ont un cabinet qui peut nous aider à créer à avoir en fait notre SIRET et tout. Mais étant donné que je compte utiliser le même SIRET pour mes autres activités, parce que j'avais eu une formation, on avait dit qu'on pouvait aussi bien vendre des services que des produits. En revanche, au niveau des impositions, tout ça, ça devait dépendre des chiffres d'affaires réalisés Oui. sur les services.
participation. Exactement. Tu Mais as ce qu'on appelle une activité mixte dans ta micro-entreprise parce que au sein voilà. d'une micro-entreprise, tu as le droit d'exercer différentes activités. Moi, j'aime bien Mm, prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui fait de la coiffure. Parce qu'en fait, quand tu es ok. coiffeur, tu coupes les cheveux de quelqu'un. Donc, tu fais Mm, une prestation de service BIC. Mais tu peux aussi vendre des shampoings à tes clientes parce que tu n'as pas envie que la mm, couleur, elle disparaisse. Mais là, c'est c'est ça. de la vente de marchandises. Ce n'est plus de la prestation de service, donc c'est une autre case. Et peut-être C'est qu'en ça. fait, tu as une super technique en tant que coiffeur et que tu formes d'autres personnes. Et là, tu n'es plus sur de la prestation de service BIC, tu es sur de la prestation de service Mm, BNC. Et malgré ça, tu as une seule micro-entreprise et un seul code APE. C'est juste qu'en mm, micro-entreprise, vous êtes libre de faire autant d'activités que vous voulez. Et souvent, ce qu'on a tendance à... C'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple du coiffeur, parce que ça parle à tout le monde. Ben, c'est pas parce que toi, tu as le sentiment de faire une seule activité de coiffure que, aux yeux de l'URSSAF et des impôts, tu n'as une seule activité. Au-delà du fait de bien déclarer, si par exemple tu vends de la marchandise et que tu mets ça en prestation de service, ben, tu payes beaucoup plus de cotisations sociales, parce que la vente de marchandises, c'est 12%, 12,3% de mm, cotisations mm. sociales, alors que la prestation de service BIC, c'est 21,2%. C'est pour ça qu'au-delà du fait de faire tout propre, vous ne payez pas les mêmes taux de cotisation sociale. Et j'ai plein de clients qui ont des activités mixtes qui sont pas au courant et qui déclarent tout dans une case, alors qu'en fait, ils devraient splitter dans deux et qui payent trop de cotisations. C'est là Ok. que c'est pourquoi Elisabeth vous disait que vraiment la micro-entreprise, ça peut paraître simple à la création, mais derrière, Exactement. il faut faire très attention. Parce qu'en plus, je sais que le MLM, il y a un taux d'abattement assez conséquent aussi. Jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires, le MLM, les activités MLM sont encore une particularité dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un vrai flou artistique sur comment gérer le truc, quoi. En fait, Mm. je te comprends parfaitement parce que pour le MLM, il faut dire que il y a un statut spécifique qu'on appelle VDI, euh, Mhm. vente à domicile Indépendant. indépendant. Voilà. En fait, il faut savoir que tu as le choix en MLM de partir soit sur du VDI, parce que voilà, c'est encore un processus assez Mm, simplifié, surtout au niveau des mm. déclarations et tout, soit de partir directement en micro-entreprise. Mais toi, de ce que tu expliques, l'idée, il ne faudrait pas partir sur du VDI. Essentiellement, il ne faudrait pas partir sur du VDI. Il faudrait partir tout de suite sur la La micro. entreprise, en fait. En tout cas, si ça peut vraiment t'éclaircir, va pas va pas sur du VDI. Va tout de suite. Sachant que sachant que la partie formation risque de prendre le dessus sur le reste. Après, comme l'a dit Elisabeth, tu n'en sais rien pour l'instant. Donc, en fonction, en fait, des volumes qui vont arriver, soit tu es en BIC, soit tu es en BNC, ou soit tu es en vente de produits. Donc, ça, D'accord, sur les volumes d'affaires, ça varie. Donc, d'accord, l'idée, ce n'est pas de te mettre une balle dans le pied dès le départ. exactement. En tout cas, Après, merci beaucoup pour ces la chose que éclaircissements. tu peux faire, c'est de choisir une activité principale parce que dans ta micro-entreprise, tu as une activité principale. Si d'avance, tu sais que ça va être la formation, mets la formation et ensuite le reste, tu le mets en activité secondaire. C'est D'accord. très important en fait de bien déclarer quand vous avez des activités qui se ressemblent pas trop parce que finalement, le coiffeur, les exemples que je vous ai donnés, si vous avez un contrôle, ça paraît logique que le coiffeur vende des produits pour les cheveux. Mais quand vous avez des Mm, activités qui sont vraiment différentes, moi, mon conseil, je pense que Vera sera d'accord avec moi, mettez bien activité principale, formation, activité 2, vente de machin, activité 3. Comme ça, en cas de contrôle, vous êtes zen, tout va bien, mm. regardez, j'ai tout fait dès la création. C'est cohérent avec ce que je déclare. Comme ça, vous êtes tranquille après. Ok. Et c'est surtout comme je voulais demander le NDA, et j'ai appris que si au niveau de l'APE, ce n'est pas cohérent, on peut avoir un refus pour le NDA qui permet du coup d'avoir une accréditation pour faire des formations, quoi. Mm. D'où l'intérêt, du coup, que ton code APE soit plutôt en adéquation avec l'activité principale qui te nécessite d'avoir un code spécifique. Donc, moi, je mettrais l'activité de formation pour que mon code APE corresponde à mon activité de formation au premier. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour Je t'en prie. les éclaircissements. C'est déjà beaucoup plus clair
comment je voyais les choses au départ. Merci Voilà. beaucoup. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez créé une entreprise, c'est pas figé et vous pourrez toujours modifier en cours de route Mm, les informations. Hein. Donc, ne restez pas mm, bloqué sur ça. Si effectivement vous nécessitez d'avoir ce code APE pour pouvoir ensuite avoir votre accréditation, ben, n'hésitez pas, optez pour le code APE formation et mm. ensuite, voilà, vous pourrez faire évoluer les choses. Ok, Oui, parce que si on merci. propose 10-15 prestations et qu'on ne sait pas laquelle va le plus performer, enfin, dans mon cas, il y aura que de la prestation, il n'y aura pas de vente de biens. Mais on peut pas enfin, on peut pas savoir quelle sera l'activité principale. Mais c'est quel type de formation? Ça appartient à la même famille de Oui, prestations? ça sera probablement des prestations cyber. Mais donc, du coup, ça peut être des audits, ça peut être de l'analyse, enfin de l'investigation, ça peut être des choses comme ça. Oui, Mais il doit y avoir peut-être un groupe de famille qui regroupe tout ça, en fait. ouais, j'irai voir, ouais. D'accord. Protection, sécurité, cybersécurité, etc. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Merci. Ok, merci beaucoup à vous tous. Je vois l'heure passer, il est 20h40. On avait prévu 1 heure et demie pour cet événement. Merci à toi. Avec plaisir, Beaucoup, avec Amélie. plaisir. Je pense qu'il faut vraiment renouveler en fait ces événements parce que sur le plan juridique, effectivement, il y a encore beaucoup de méconnaissances et on le voit très bien avec en plus tout le côté PNL que nous a vraiment expliqué Marie-Martine. Ça nous évite pas mal de choses en fait. Le syndrome de l'imposteur et tout ça, je me rappelle au début en 2020, c'est des questions qui revenaient encore et encore en ligne, alors que la solution, elle est toute simple. Exact. Alors, il faut prendre les choses par le bon bout. C'est ça. Voilà. Clarifier les choses, c'est toujours mieux de rester dans l'ombre et puis des zones grises, quoi. Donc, le plus possible que vous clarifiez votre business et libre à vous de continuer à faire ce que vous aimez le mieux, c'est de créer, quoi. Exactement. Merci encore, Marie-Martine, de m'avoir accompagnée sur cet événement. Merci parce que tu as été un réel pilier pour cet événement. Et j'aimerais vraiment, merci pour les cœurs, mettez vraiment beaucoup de cœurs à Marie-Martine. Vous retrouverez également son entreprise sur Néoni. Je vais vous mettre tout de suite même les informations de Marie-Martine pour que vous puissiez également la contacter. Elle fait beaucoup, je vais vous mettre directement son entreprise parce que c'est quelque chose qui a été vraiment bien travaillé dès le départ. N'hésitez pas, c'est une femme pleine de ressources. Donc, regardez je vais même partager mon écran pour vous montrer la partie, voilà, entreprise, en fait, sur la plateforme Néoni pour que chacun puisse comprendre vraiment la vision qu'on avait dès le départ quand on a créé, en fait, Néoni. L'objectif, c'était de mettre en place une plateforme où les entrepreneurs font du business en toute sécurité, en réalité. On fait déjà un premier tri parce qu'il y a certaines personnes qui viennent sur Néoni, quand ils n'ont pas d'entreprise de créer, ben, forcément, à un moment donné, il va falloir en créer. Donc, on les guide également dans tout ce qui est réglementation et autres. Et justement, c'est notre devoir de vous présenter les prestataires qui vous accompagnent dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc là, quand je viens sur l'entreprise de Marie-Martine, donc là, vous voyez, vous pouvez copier directement le lien de votre entreprise sur Néoni. C'est un mini site Internet, mais un mini site Internet qui regroupe vraiment l'essentiel de votre business, tout simplement. Là, quand je vais sur Société, je peux voir toute la partie qui sommes-nous de l'entreprise de Marie-Martine. Je peux avoir l'historique, je vois également l'équipe, je vois également des chiffres
des chiffres, c'est 50 projets réalisés, plus de 20 ans d'expertise, voilà, plus de 2000 followers sur les différents réseaux sociaux. Vous avez également des témoignages que vous avez la possibilité de mettre également ici. Donc là, on a un témoignage. Vous avez la possibilité de mettre, voilà, on a des témoignages vidéo également. Vous voyez, pour la preuve sociale. C'est super important. Ensuite, sur toute la partie société, nous avons, voilà, les conditions générales de vente. C'est super important qu'ils soient vraiment bien rédigés parce que vous y avez accès. Et quand on met même les services, les services en fait directement sur la plateforme, on a un bouton pour cocher l'option « OK, j'ai bien lu, j'accepte les conditions générales de vente de telle entreprise ». Et c'est dans l'obligation de tout un chacun de le lire. Ils sont à disposition de toute façon. Vous voyez? Ensuite, il y a toute la partie politique de confidentialité. Tu en as parlé aussi aujourd'hui. En France, en tout cas en Europe, nous allons parler de la RGPD, les réglementations générales pour tout ce qui est protection des données. Donc, vous voyez, donc tout est dans la partie société. Vous avez les informations légales de l'entreprise. Tout est dans la partie société. Ensuite, vous avez toute la partie solution où on a deux types de solutions. Les offres directement que vous pouvez mettre avec les tarifs différents. Vous voyez donc ici, on a les différents tarifs d'intervention de Marie-Martine. Et ensuite, il y a une autre partie formation, nos formations. Et là, il y a également des formations qui sont proposées. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est tout ce qui est mis, c'est l'essentiel, en fait, qu'on devrait retrouver sur une entreprise, surtout qui prend un paiement. Donc, il y a toute la partie FAQ également pour répondre aux questions qui reviennent souvent, les questions que se posent souvent les clients. En réalité, on a un support. Le support permet tout simplement aux clients de pouvoir laisser ouvrir un ticket directement sur l'entreprise de Marie-Martine. Et ensuite, il y a les statistiques pour évaluer, OK, il y a eu combien de vues, qu'est-ce que les gens font sur l'entreprise et tout. Donc, vous voyez, en fait, c'est simple, mais on va droit à l'essentiel en réalité. Vous voyez, donc ici, vous avez une description détaillée de l'entreprise et donc, il y a certaines choses que vous voyez parce que je suis admin sur le compte, donc c'est comme si c'était moi. Donc, ici, vous retrouvez les offres et vous voyez tout en bas ici, en réalité, vous avez la possibilité également de télécharger, d'y mettre tout simplement votre brochure commerciale pour apporter encore plus de documentation, tout simplement pour vos clients. Donc, là, je vais vous mettre les informations de l'entreprise de Marie-Martine dans les commentaires. N'hésitez pas à la contacter également pour vos différents besoins. Merci à Elisabeth, que j'ai commencé par suivre en réalité sur Instagram, qui a accepté d'être avec nous cet après-midi parce que pour moi, je dis, c'est un peu comme son compte, c'est un peu la micro-entreprise pour les nuls. Donc, peut-être à penser vraiment faire une petite brochure là-dessus, micro-entreprise pour les nuls. Elle a une super formation également pour justement expliquer véritablement tous ces détails-là dont on a parlé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Et encore un grand merci à Vera Mélis, qui est avocate à Paris. Pour tous ceux qui sont dans la région parisienne, vous avez la possibilité de la rencontrer. Donc, j'interviens pas qu'à Paris, région parisienne. Hein, j'interviens sur toute la France et même à l'international. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, voilà, les amis, vous avez toutes les informations. Nous avons passé un moment agréable. Vous recevrez le replay de la session par mail. Je vais vous l'envoyer dès que ça sera traité. Et puis, au rendez-vous au sommet.
D'accord. Merci. Bon, moi, je veux juste Merci. rajouter un petit merci à Amélie Coco parce que quand même, elle a fait beaucoup pour l'organisation de cet événement, puis je tiens à lui dire un gros merci. Et puis, elle est une femme exceptionnelle. Avec elle, on se sent entre de bonnes mains. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre puis à faire affaire avec elle parce que c'est une femme de cœur. J'adore Amélie. Allez, merci à tout le monde. Ça va mieux. Merci Amélie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci mesdames. Merci, Merci à bonsoir. tous. Merci. Au revoir. Bonsoir, Bon merci. courage. Merci. Merci, Très belle bonne soirée à soirée. tous.